Bonjour à tous, bonjour Victoire. Bonjour Servane. Merci Victoire d'être cette année encore au rendez-vous pour ce désormais traditionnel point juridique. Merci à tous ceux qui sont connectés pour qu'on fasse un point sur les droits des travailleurs et les avancées législatives relatives au deuil périnatal. Alors Victoire, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es avocat, tu es bénévole au sein de l'association Agapa pour toutes les questions d'ordre juridique. Tu fais une veille minutieuse de tous les textes de loi qui concernent les sujets que l'association accompagne, c'est-à-dire l'IVG, l'IMG, les arrêts naturels de grossesse, le deuil périnatal. Donc tu mets à jour très régulièrement un tableau extrêmement précis qui récapitule toute la législation relative au deuil périnatal. J'invite tous ceux qui le souhaitent à consulter ce tableau qui est disponible sur le site, sur le site Agapa dans la rubrique S'informer. Voilà. Tu réponds également aux questions juridiques que nous posent certains parents. Et il t'arrive aussi de représenter Agapa lors des auditions parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat et de porter ainsi la voix des personnes que l'association accompagne auprès du législateur. Donc un grand merci Victoire pour tout ce travail que tu réalises pour éclairer et soutenir les parents endeuillés. Aujourd'hui, donc, nous allons faire un point précis sur les droits des travailleurs pour préparer l'atelier de ce soir à 18 heures. Il y a un atelier sur le retour au travail après un deuil périnatal. Donc, ça peut être effectivement important de connaître les droits auxquels on peut prétendre lorsqu'on vit un deuil périnatal. Et puis, on va voir aussi les différentes avancées législatives. Avant de rentrer dans ces droits des travailleurs, j'aimerais que tu nous redonnes un peu les définitions des mots employés dans la loi pour que l'on sache précisément de quoi on parle. Donc, IVG, IMG, arrêt naturel de grossesse, enfin voilà, je te laisse expliciter un peu toute cette terminologie. Merci beaucoup, merci Servane et bonjour à tous. Alors effectivement, le législateur, il utilise différentes terminologies dans la loi et il nous apparaissait important de les redéfinir rapidement puisque d'une part, ces terminologies correspondent à des réalités très différentes pour les parents endeuillés, mais aussi à des droits et à des démarches différentes. Donc, tu as parlé, Servane, d'IVG. Donc, l'IVG, c'est soit donc l'interruption volontaire de grossesse, elle est soit chirurgicale, et dans ce cas-là, elle peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, c'est-à-dire 16 semaines après le début des dernières règles, ou alors elle est médicamenteuse et elle peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse, soit au maximum 9 semaines après le début des dernières règles. Tu as également parlé d'IMG. L'IMG, c'est l'interruption médicale de grossesse. Et l'IMG, elle peut être réalisée jusqu'au terme de la grossesse, mais uniquement à deux conditions qui ne sont pas cumulatives, mais l'une d'entre elles au moins doit être respectée. Soit si la poursuite de la grossesse met gravement en péril la santé de la femme, ou s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulièrement gravité, reconnue comme incurable selon les termes du législateur. Donc cette décision, elle appartient à une équipe pluridisciplinaire qui est composée de médecins, mais aussi de psychologues. Et après concertation, s'il apparaît à deux médecins au moins de cette équipe pluridisciplinaire que le risque est fondé, ils établissent les attestations nécessaires permettant de pratiquer l'IMG, sachant que la femme enceinte doit tout au long de cette procédure bénéficier d'une information complète. Et le couple ou la femme enceinte peut être entendu préalablement à toutes les démarches. Et ça aussi, c'est prévu par la loi. Tu as également parlé de fausses couches. En fait, le législateur, puis même nous aussi chez Agapa, on préfère le terme d'interruption naturelle de grossesse ou d'interruption spontanée. Et l'interruption spontanée de grossesse, elle peut être soit précoce, donc c'est premier semestre de grossesse, avant 14 semaines d'aménorrhée, ou elle peut être tardive, entre 14 et 22 semaines d'aménorrhée. Et après 22 semaines, souvent, les praticiens et aussi la loi parlent de mort fœtale in utero ou d'arrêt spontané de l'activité cardiaque euh, tardive. Voilà. Tu as également parlé d'enfants, ou je ne sais pas si on a parlé, mais on va en parler d'enfants nés vivants et viables. Alors, le concept d'enfant né vivant et viable,
Ça renvoie à une définition en fait qui est aujourd'hui retenue surtout par l'Organisation mondiale de la santé. C'est lorsqu'un enfant naît vivant et le critère de viabilité, c'est 22 semaines d'aménorrhée ou, là aussi, c'est pas cumulatif, ou un fœtus dont le poids est supérieur à 500 grammes. En France, depuis des arrêts de la Cour de cassation, donc la Cour de cassation, c'est la juridiction dans l'ordre judiciaire la plus élevée, la plus importante, depuis des décisions de février 2008, on n'emploie plus euh, ces critères de 22 semaines d'aménorrhée ou de 500 grammes. On verra ce qui compte davantage, et notamment, et on parlera ensuite du concept d'enfant né sans vie, de cette terminologie, c'est le certificat d'accouchement qui va compter. C'est est-ce qu'il y a eu un accouchement et est-ce qu'un médecin peut attester et peut délivrer un certificat d'accouchement. Et une circulaire de 2009 est venue préciser, remplacer en fait ces critères de viabilité par le recueil d'un corps formé et sexué. Et donc on s'arrête plus vraiment sur ces 500 grammes ou sur ces 22 semaines d'aménorrhée, mais plutôt sur l'appréciation du médecin. En revanche, l'OMS a conservé ces critères et par exemple les caisses d'assurance maladie pour faire débuter le congé maternité s'appuient encore sur ces critères. C'est un peu le seul endroit en droit français, même si on voit que ça change puisque le législateur y a à nouveau recours depuis mai 2024, où ces critères perduraient. Tu as enfin, on a aussi parlé d'enfants nés sans vie. Et donc les enfants nés sans vie, c'est les enfants qu'on appelait avant morts-nés, mais là aussi on n'utilise plus du tout cette terminologie, qui sont nés un terme avancé de la grossesse, hein. On n'est pas du tout dans les interruptions précoces de grossesse. Il y a eu un accouchement et là, il faut un certificat dont je parlais, ce qui va te permettre peut-être d'enchaîner sur d'autres questions, notamment sur les formalités administratives. Mais donc, il y a un enfant né sans vie à partir du moment où il y a un certificat d'accouchement qui atteste euh, du recueil d'un corps formé et sexué. D'accord. Merci de toutes ces définitions. Effectivement, tu parles donc d'enfants nés sans vie, d'enfants nés vivants et viables. Peux-tu nous préciser quel est l'impact de la date d'arrêt de la grossesse sur l'état civil de cet enfant et sur le livret de famille notamment? Alors, si l'enfant il est né vivant et puis décédé quelques temps après, quelques heures, alors le deuil périnatal, l'OMS, elle dit ça va jusqu'à 7 jours, mais bon, si l'enfant il a vécu quelques heures, quelques jours, ça se passe exactement comme lorsqu'il y a un décès d'une personne très âgée, c'est-à-dire qu'il y a un acte de naissance et une déclaration à la mairie qui doit être faite dans les 5 jours de la naissance, et il y a ensuite un acte de décès, un certificat de décès, et donc un acte de décès. Et là, ça va être de manière extrêmement classique, inscrit dans le livret de famille, à la fois aux pages naissance et puis aux pages décès. Euh, Lorsque il y a un enfant, avant on disait donc comme je te le disais mort-né, donc un enfant né sans vie, il y a la possibilité, et c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, pour le parent ou les parents ensemble, d'obtenir auprès de la mairie, en se rendant auprès de l'officier d'état civil, un certificat d'enfant né sans vie. Ce certificat d'enfant né sans vie, pour l'obtenir, il faut produire un certificat d'accouchement. Et donc, depuis 2009, depuis une circulaire de 2009, on est venu préciser dans quelles conditions ce certificat d'accouchement, qui est en fait un formulaire CERFA, hein, rempli par le médecin, dans quelles conditions il pouvait être délivré. Et donc, comme je te disais, il faut un corps formé sexué, mais la circulaire précise bien que c'est à l'appréciation du médecin. Il n'y a plus du tout ces critères de 500 grammes et 22 semaines d'aménorrhée. Alors, évidemment, quand on est au-dessus de 22 semaines d'aménorrhée ou au-dessus de 500 grammes, j'allais dire ça va aider, puisque il y a une présomption de viabilité au titre de l'OMS, et donc c'est assez... je suis désolée, les termes sont un peu juridiques ou un peu froids, mais c'est assez automatique. Les parents ont le certificat d'accouchement. En revanche, dans tous les cas, avant 22 semaines d'aménorrhée, et si le fœtus avant 22 semaines ne fait pas 500 grammes, s'il y a la constatation d'un accouchement, on a le certificat d'accouchement. Et donc, on peut aller se rendre. Il n'y a pas de délai qui est prévu. On peut le faire plusieurs années après.
auprès de l'officier d'état civil pour obtenir ce certificat d'enfant né sans vie. Lorsqu'on a ce certificat d'enfant sans vie, on va pouvoir obtenir un livret de famille si c'est le premier accouchement, ou alors faire ajouter sur le livret de famille que la famille possède déjà, s'il y a eu un mariage ou des enfants, la présence enfin, la naissance en fait de cet enfant né sans vie. Alors pour pour les livrets de famille, pardon, délivrés avant mai 2022, parce qu'il y a eu un changement en 2022, le livret de famille n'est plus le même. Pour les livrets de famille délivrés avant mai 2022, l'enfant va figurer seulement aux pages d'essai, hein, c'est la façon dont le législateur a entendu procéder. Alors, parfois, c'est vrai que des parents nous disent que c'est douloureux que ce soit seulement aux pages d'essai, mais en tous les cas, l'enfant sans vie va apparaître aux pages d'essai et pas aux pages naissance. La bonne nouvelle pour les nouveaux livrets de famille, c'est que c'est dans l'ordre des accouchements. Et donc, l'enfant né sans vie va pouvoir apparaître au milieu de la fratrie, ou s'il y en a une, ou en tous les cas aux pages naissance, puisque c'est dans l'ordre des À sa accouchements. Et donc, place dans la... Ouais, voilà, il sera précisé que c'est un enfant né sans vie. Ce d'accord. que je voulais préciser aussi, c'est que depuis la loi du 6 décembre 2021, on en avait déjà parlé dans nos anciens lives à l'occasion de la journée du deuil périnatal, mais je crois que c'est important de le rappeler. Il y a la possibilité, bien avant 2021, il y a toujours eu la possibilité de donner un prénom à l'enfant né sans vie. Mhm. Et aujourd'hui, il y a la possibilité, ce n'est pas une obligation, de donner un nom de famille à l'enfant né sans vie. Ça ne lui confère pas une personnalité juridique, raison pour laquelle, contrairement aux autres cas pour une fratrie d'enfants nés vivants, il faut que tous les enfants de la fratrie aient le même nom de famille. Donc, par exemple, si pour l'aîné, on a choisi le nom de la mère ou le nom des deux parents à coller, ben, il faut suivre pour les autres enfants. Et Mhm. là, il y a quand même cette liberté. On peut choisir un nom de famille différent. On peut décider de coller les deux noms de famille, même si on ne l'a pas fait pour la fratrie. Et c'est une possibilité. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Et Mhm. si on a un enfant né sans vie qui a été porté dans le livret de famille et dont on a obtenu un certificat d'enfant sans vie avant 2021, on peut aujourd'hui par requête conjointe lorsqu'il y a eu deux parents qui ont déclaré ou par le requête d'un parent lorsque c'était le cas d'un seul parent qui a déclaré l'enfant né sans vie, on peut aujourd'hui venir faire ajouter le nom de famille qui ne figurait pas. Ouais. Voilà, Donc de manière rétroactive, en fait, on peut se rendre... exactement. D'accord, ok. Et C'est justement, assez, quand je dis c'est une requête, c'est assez facile, hein, c'est un formulaire. ouais, Et aujourd'hui, on constate que c'est assez facile dans les mairies. On a de oui. moins en moins de questions et on a de moins en moins de remontées de difficultés chez Agapa de la part des parents. Oui, c'est vrai que dès qu'il y a une nouvelle loi, en fait, on constate que sur le terrain, il faut toujours un petit temps pour que ça se mette en place, pour que ce soit effectif. Là, effectivement, sur ce sujet de nommer les enfants nés sans vie, comme tu le dis, on reçoit de moins en moins de retours Mm, avec des blocages sur le terrain. Donc, voilà, on, mm. on s'en Ça, félicite. c'est super parce qu'on voit que, alors bien sûr, en cas de difficulté, on peut toujours saisir le procureur de la République et faire ce qu'on appelle un recours gracieux. Donc, en fait, c'est un courrier où on explique la situation au procureur. On n'a pas besoin d'avocat. Les parents peuvent le faire tout seuls. Mais c'est vrai qu'on pouvait y être un peu confronté. D'ailleurs, on n'a jamais eu besoin d'aller jusqu'au procureur de la République, mais on avait assisté des parents pour les aider à rédiger des courriers pour les mères, pour sous laquelle, enfin, les officiers d'état civil sont sous la direction du maire, enfin, sous la supervision du maire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble vraiment rentrer dans les pratiques et Oui. dans les habitudes des mairies. Ouais. Effectivement, on reçoit quand même souvent des questions de parents et je vois que là dans le chat, quelqu'un a posé une question. Merci beaucoup. On va pas rentrer enfin, aujourd'hui dans des questions précises, personnelles. Je vous invite vraiment à envoyer un mail à contact@agapa.fr pour poser les questions qui vous concernent personnellement. Victoire essaiera de vous y répondre précisément. Voilà. Maintenant, donc, on va aller sur le sujet des droits des travailleurs. Il existe différents congés mis en place par le législateur. Il y a évidemment le congé maternité, paternité, mais il y a aussi plein d'autres congés, congés de naissance, congés pour le décès d'un enfant, congés pour deuil. Enfin voilà,
je pense que ce serait pas mal que tu nous réexpliques un petit peu tout ce dont les parents endeuillés peuvent avoir droit lorsque justement ils reprennent, lorsqu'ils sont en activité. Mm. Alors, il y a aucun texte en France ne va subordonner l'octroi du congé maternité ou paternité à un acte d'état civil, ce qui permet, pour accorder le droit au congé maternité, de pouvoir en bénéficier, pardon, si une naissance, enfin un accouchement a lieu après 22 semaines d'aménorrhée. Et si on respecte pas, si on rentre pas dans cette case des 22 semaines d'aménorrhée, il y a encore, j'allais dire, j'essaie de le dire de la manière la plus didactique et la moins maladroite possible, mais il y a encore un recours ou une possibilité, c'est si on a un document médical qui atteste que le fœtus faisait plus de 500 grammes. Donc, c'est les critères de l'OMS dont on parlait tout à l'heure. Pour Donc, les 22 semaines d'aménorrhée, c'est assez facile puisqu'il y a une déclaration de grossesse qui est faite au début de la grossesse. Pour les 500 grammes, va être mentionné sur le formulaire CERFA ou en tous les cas dans le dossier médical. Et on va devoir, le parent va devoir apporter ou produire ces documents et ensuite c'est automatique. Là, la caisse, la caisse, enfin, l'assurance maladie déclenche le congé maternité. donc ça, c'est à Donc, partir de 22 semaines. C'est 22 semaines. Ça veut dire que les parents d'enfants nés vivants et viables après 22 semaines d'aménorrhée ou d'enfants nés vivants et viables où il est démontré que le poids du fœtus faisait plus de 500 grammes ont le droit à un congé maternité. ok. Avant cela, on n'a pas de congé maternité, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a quand même eu des avancées qui permettent de pallier un tant soit un peu la douleur des parents en permettant un arrêt maladie avec plus de droits. Et on le verra tout à l'heure. Ok. Donc le congé maternité, il est accordé dans sa totalité pour les parents d'enfants nés sans vie et puis pour les parents d'un enfant vivant puis décédé quelques temps après. Pour le premier ou deuxième enfant, c'est 16 semaines de congé et pour le troisième enfant ou plus, c'est 26 semaines. Alors, à partir de... Enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que ce troisième enfant, comment est-ce qu'on apprécie ce troisième enfant? Sont comptabilisés les enfants à charge du couple. Mhm. Lorsque c'est des familles recomposées, il faut bien mentionner, si par exemple, je donne un exemple pour que ça soit plus facile, euh, votre conjoint a déjà deux enfants d'un autre mariage ou d'une autre union, peu importe, à charge, il a l'autorité parentale et ils sont à charge, soit en garde alternée, soit entièrement à charge. Si vous prouvez, et donc c'est assez facile de prouver, soit par un acte judiciaire qui en atteste, soit par notamment les feuilles d'imposition avec le nombre d'enfants à charge. Bon, bref, si le foyer a déjà deux enfants à charge, vous aurez le droit, même si vous n'êtes pas, par exemple, la mère des enfants de votre conjoint, mais si c'est vous qui en avez la charge, d'avoir le congé maternité qui est accordé à partir du troisième enfant, c'est-à-dire 26 semaines de congé. C'est la même chose, donc sont pris en compte les enfants à charge, mais sont aussi pris en compte les enfants nés viables. Les enfants nés viables, c'est les enfants nés sans vie. Donc à partir du moment où vous avez déjà eu un enfant né sans vie, né viable, et donc vous avez bénéficié d'un congé maternité euh, pour cet enfant-là, il est comptabilisé. Je donne un exemple, vous avez un premier enfant, je sais rien, qui a 7 ans aujourd'hui. Il y a 3 ans, vous avez eu un congé maternité après avoir donné naissance à un enfant né sans vie, parce que vous avez accouché d'un enfant né sans vie à 24 semaines d'aménorrhée, par exemple. Si aujourd'hui vous attendez votre troisième enfant, vous aurez le droit aux 26 semaines. D'accord. Voilà. Donc c'est important. Les enfants, il y a deux choses à retenir, c'est que les enfants nés sans vie, vous avez le droit à votre congé maternité, mais vous avez, si c'est après 22 semaines et 500, ou Mhm. 500 grammes, cette grossesse est comptabilisée Ouais. pour les futurs enfants que vous aurez après. Et donc à un moment, si vous arrivez à la troisième grossesse ou au troisième enfant à charge, ben, vous aurez le droit à ce congé maternité. J'espère que je suis assez claire. Euh, pour le père, il y a aussi un congé paternité, que l'enfant Mhm. soit né après 22 semaines ou après 500 grammes, ou avec un poids de 500 grammes, ou que l'enfant soit né vivant puis décédé. Hein,
Donc c'est le qu'on appelle le D'accord. congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il y Mhm. a 4 jours consécutifs immédiatement à la suite, enfin immédiatement à la suite de ce qu'on appelle le congé de naissance, dont on parlera. Et il y a 21 ou 28 jours, 21 jours en cas de grossesse simple, j'allais dire, ou 28 jours en cas de grossesse multiple. Donc en fait, pour tous les parents, pour tous les pères, c'est 4 jours plus 21 ou 4 jours plus 28. Et il y a aussi pour un congé qu'on appelle le congé de naissance de 3 jours qui est ouvert aux conjoints salariés et qui doit être pris immédiatement après la naissance. Et il semblerait que ce congé de 3 jours, ce soit le seul qui soit réservé aux pères d'enfants nés vivants et viables et pas aux pères d'enfants nés sans vie. Enfin, aux pères des enfants nés vivants puis décédés. Donc c'est un peu la seule différence, c'est ce congé de 3 jours. On a l'impression que le législateur, en tous les cas, on n'a pas trouvé de texte ou de circulaire ou d'arrêté qui permettait d'étendre ce congé de naissance de 3 jours aux pères d'enfants nés sans vie, D'accord. plus de 22 semaines d'aménorrhée. En revanche, on n'a pas non plus en pratique des remontées de pères d'enfants nés sans vie qui avaient le droit au congé paternité à qui on aurait refusé ces 3 jours. Donc, D'accord. en résumé, pour le père, c'est 3 jours de congé de naissance, plus un congé de paternité 4 jours immédiatement après ce congé de naissance, et ensuite 21 ou 28 jours en fonction du cas, et à prendre soit immédiatement après, soit un peu en différé. Voilà. Et D'accord. il faut toujours prévenir l'employeur un mois avant. Alors, il y a des conventions de collectifs qui sont plus ou moins souples, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir comme ça de manière Ah oui, scientifique un accouchement. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour le congé d'accord. maternité et congé paternité. Et donc à côté de ça, il y a aussi donc des congés pour le deuil, congé pour le décès d'un enfant. Euh, Ça, ce sont des congés, je crois, qui peuvent être pris plus tard dans l'année. Oui, exactement. Alors, il y a deux terminologies qui sont très proches. Et congé pour le décès d'un enfant, qu'on appelle Mhm. aussi autorisation d'absence rémunérée, qui est un congé pour les parents salariés ou les agents publics. Et puis ensuite, il y a le congé de deuil d'un enfant, qui est un congé destiné aux salariés, mais aussi aux indépendants, aux professions libérales. Alors, le premier congé pour le décès d'un enfant, c'est on va dire un nouveau congé, puisque c'est un congé qui a été mis en place par le législateur par une loi de juillet 2023, donc c'est assez récent. Et donc, les parents salariés ou les parents agents publics peuvent bénéficier d'un congé pour décès de leur enfant d'une durée de 14 jours ouvrés. Euh, Dans les faits, ce sont surtout les conjoints qui vont pouvoir bénéficier de ce congé, puisque la mère, elle est souvent en congé maternité pendant cette période, parce que ça va être un congé qui est pris au moment du décès d'un enfant, pour le décès d'un enfant. Et c'est seulement réservé aux enfants nés vivants et viables, puis décédés. Donc quand il y a eu un acte de naissance et un acte de décès. En revanche, il y a un second congé qu'on appelle le congé de deuil, qui est de 8 jours pour les salariés, qui se cumule avec les 14 jours que je viens d'évoquer, et qui est de 15 jours pour les indépendants ou les professions libérales, puisqu'ils n'ont pas le premier congé pour le décès d'un enfant. C'est pour ça qu'il est plus important. Et ce congé, les caisses d'assurance maladie ont précisé que ce congé de deuil, les terminologies sont très proches, hein. Donc regardez bien dans le tableau, ces deux cases qui se suivent, deux lignes qui se suivent. L'assurance maladie a précisé que ce congé de deuil bénéficie également aux parents d'un enfant qui n'est pas né vivant et viable, mais qui a atteint le seuil de viabilité fixé par l'OMS, c'est-à-dire 22 semaines d'aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes. Et donc là, contrairement au congé pour le décès d'un enfant, c'est un congé qui est étendu euh, aux parents des enfants nés sans vie avec les critères de l'Organisation mondiale de la santé. L'assuré va bénéficier par exemple, le père va bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, puis ensuite peut bénéficier dans l'année de ce congé de deuil. Pourquoi je dis dans l'année? Puisque là encore, une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie est venue préciser que les deux congés ne peuvent pas être cumulés sur la même période. Il faut qu'il y ait un espace-temps différent, mais attention, ce congé de deuil, il doit être pris dans le délai d'1 an à compter de la date
du décès de l'enfant. Voilà, donc c'est un peu subtil et même nous, on a mis du temps à bien comprendre comment ces congés s'articulaient. Donc peut-être que là, c'est un peu rapide dans le cas de ce live, mais on peut bien sûr recevoir toutes les questions et toutes les particularités. La caisse d'assurance maladie aussi répond bien parce que maintenant, ils sont très au fait, hein, et c'est eux qui gèrent Mhm. les indemnités qui sont versées par l'assurance maladie dans le cadre de ces congés. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que maintenant, il n'y a plus de délai de carence depuis une loi de 2023 pour, enfin, dès le premier jour de ce congé de deuil, les indemnités sont versées. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qu'on peut mettre en place, par exemple les mi-temps thérapeutiques ou des dons de jours de repos? Euh, Alors, pour finir sur les droits des travailleurs, il y a effectivement des dons de jours de repos qui sont prévus par le Code du travail. Donc, un salarié peut renoncer anonymement, ou pas, hein, mais il peut le mhm, faire anonymement, à l'ensemble ou à une partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue de travail mhm. dont l'enfant est décédé. C'est D'accord. dont l'enfant est décédé, hein. C'est pas on aime bien quelqu'un et donc on lui Ouais. donne. Non, non, c'est vraiment pour un parent endeuillé. C'est possible pour les enfants nés vivants et viables puis décédés. Mhm. Donc pour les parents, pardon, des enfants nés vivants puis décédés. Et cette renonciation, elle peut intervenir au cours de l'année qui suit la date du décès. D'accord. Voilà. OK. Donc ça, c'est bien Euh, aussi. Je ne sais pas s'il y a des RH qui nous écoutent ou s'il y a des chefs d'entreprise, mais c'est quelque chose à avoir en tête parce que ça peut aider, hein. Parfois, c'est quelques jours de plus qui permettent d'avoir un retour plus serein ouais. sur le lieu de travail. Nous, on le voit Ou, bien, hein, ouais. Ou dans les questions l'aménagement du qu'on temps de a. travail aussi. Ouais. Mais ça, c'est à voir avec Et la médecine du travail, du coup. voilà, ça pour les mutants thérapeutes. Ça, c'est pas prévu par le législateur dans le cadre spécifique d'un deuil périnatal. Et d'ailleurs, ce que je veux vous dire, c'est que ces deux congés pour le décès d'un enfant et les congés de deuil, c'est pas seulement dans le cadre d'un deuil périnatal. En fait, ça s'applique aux parents des enfants qui ont, enfin, des parents qui ont vécu un deuil périnatal. Mais en fait, c'est plus large comme texte puisque c'est les parents, ça s'adresse aux parents des enfants décédés qui avaient moins de 25 ans ou des enfants à charge de moins de 25 ans. Mm. Voilà, donc c'est vrai que c'est une loi qui bénéficie aux parents qui ont vécu un deuil périnatal, mais pas seulement. Mm. OK. Et donc, je crois qu'aussi, concernant les travailleurs, il y a une protection contre le licenciement Oui. qui intervient suite au décès d'un enfant. Alors, il y a d'abord une protection pour la mère. Mhm. Euh, il y a deux types de protections qui ont été mis en place par le législateur. Il y a une protection qui est absolue et il y a une protection qu'on appelle relative. Mhm. La protection absolue, c'est le cas lorsque l'employeur ne peut pas notifier un licenciement. La protection relative, l'employeur ne peut pas notifier un licenciement, sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité absolue de maintenir le contrat de travail. Et cette impossibilité, elle doit bien sûr n'avoir aucun rapport avec la grossesse, la naissance ou le décès de l'enfant. Lorsque la mère est en état de grossesse médicalement constaté, il y a une protection relative. Pendant le congé maternité, il y a une protection absolue. Pendant les congés payés qui seraient pris immédiatement après le congé maternité, il y a une protection absolue. Et pendant les 10 semaines de retour au travail après le congé maternité, il y a une protection relative. Ce D'accord. que je veux vous dire aussi, et je viens d'y penser, c'est que les mères d'un enfant né sans vie qui auraient le droit à un congé maternité euh, de 22 semaines, enfin après 22 semaines Mhm. aménorrhée, toujours ou ce poids de 500 grammes, elles ont le droit de renoncer à l'intégralité du congé, à une partie, pardon, du congé Mhm. maternité. Il y a une partie résiduelle qui doit être prise. Je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est 8 jours au moins et 6 jours après la naissance de l'enfant. Mhm. Il y a aussi des mères, et ça on l'a vu dans des témoignages chez Agapa, qui ont perdu un enfant né sans vie et qui ont envie de retourner au travail. En revanche, pendant toute la durée légale du congé maternité, même si elles sont revenues au travail, elles ont cette protection absolue OK. d'interdiction de licenciement, Ouais, c'est même si elles intéressant. y retournent. Elles sont quand Ouais. même protégées. Ouais. Donc, ça, c'est une des protections contre le licenciement. Il y a aussi
une protection de la mère et du père contre le licenciement pendant les 13 semaines qui suivent le décès de son enfant. Cette protection, elle est relative, donc ça veut dire que si l'employeur arrive à prouver une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat de travail qui n'aurait pas de lien avec l'événement survenu, il peut notifier le licenciement. Euh, il y a, on s'est posé la question, nous, chez Agapa, notamment avec Sophie, qui est une autre bénévole d'Agapa et que je salue ici et qui a fait beaucoup de droit du travail. On s'est demandé comment ces périodes de protection pouvaient s'articuler pour la mère, puisque parfois elle est en congé maternité. Enfin, elle va être en congé Mhm. maternité, l'enfant va décéder par exemple pendant le congé maternité ou quelques jours après. Quelle protection va s'opérer? Est-ce que c'est les 13 semaines après le décès d'un enfant? Est-ce que c'est les 10 jours après le retour au travail? Bien sûr, c'est la protection la plus favorable dans le silence des textes qui va s'appliquer pour la mère. Donc là, c'est cette protection pour le deuil périnatal, en tous les cas, parce que cette protection contre le licenciement, elle est aussi possible lorsqu'on perd un enfant qui a 12 ans. Mais dans le Mhm. cadre dans le cadre du deuil périnatal, pour le père, c'est très intéressant puisque pendant 13 semaines après le décès, il est protégé. Pour la mère, ça peut l'être un peu moins dans la mesure où elle va être protégée plus longtemps après son retour de congé maternité. C'est pendant tout le congé de maternité, puis à compter de son retour au travail. Donc là, dans le cadre du deuil périnatal, ça se concerne surtout les pères. D'accord, Voilà. ok. Euh, donc là, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des droits des travailleurs. On va revenir sur la loi fausse couche qui a été votée en 2023 et qui prévoyait donc une mise en application en 2024 avec justement aussi la levée d'un délai de carence qui intéresse les travailleurs. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point sur cette application de la loi? Euh, Oui. Alors, c'est la loi du 7 juillet 2023 visant, cette loi s'appelle la loi visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausses couches. On verra en fait que ça accompagne pas seulement les femmes, puisque ça peut aussi accompagner les hommes lorsqu'ils sont partenaires ou conjoints ou concubin ou mari d'une femme qui a vécu une fausse couche. Donc cette loi, elle prévoit plusieurs choses. D'abord, elle prévoit, dans le cas d'une fausse couche ou d'une interruption, en fait, le législateur parle d'interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines d'aménorrhée. On a vu qu'il n'y avait pas ce droit au congé maternité. Mais ça peut être une fausse couche précoce, ça peut être une fausse couche aussi tardive à 21 semaines. Et donc là, il y avait beaucoup de femmes, de mères qui se retrouvaient dans des situations très différentes, mais très difficiles où la seule solution était le congé maladie. mhm, Et il faut savoir que dans un congé maladie classique, il y a un délai de carence, c'est-à-dire oui, que les indemnités journalières de l'assurance maladie ne sont pas versées automatiquement. Si on se met en arrêt maladie, je sais pas, on a une très grosse grippe, il y a 3 jours de carence où on n'a pas d'indemnité journalière. Alors parfois, les conventions collectives prennent le relais, mais c'est pas le cas pour toutes les sociétés. Parfois, il y a des tailles de sociétés qui ne le permettent pas. Et donc, même, notamment aussi dans le cas où on a vécu une fausse couche, on est arrêté, et il y a ces 3 jours de carence qui étaient terriblement difficiles à vivre, notamment pour une partie des femmes, et le législateur a décidé, et on en avait parlé l'année dernière avec Sandrine Josso, qui mhm, des députés qui étaient à l'initiative d'une partie de cette loi, enfin voilà, qui avait repris le travail aussi d'une autre parlementaire, et elle avait fait un gros travail, et elle était venue nous en parler en octobre dernier. Et donc ce délai de carence, il a sauté, ce délai de 3 jours et ce délai d'un jour pour les fonctionnaires, il a sauté, il n'y a plus de délai de carence. Lorsqu'on a vécu une fausse couche, peu importe le moment de la fausse couche, et donc jusqu'à 22 semaines, puisque après 22 semaines, il y a le congé maternité, mhm, on peut être en arrêt maladie et on est automatiquement, dès le premier jour, indemnisé. Euh, ce que je veux aussi dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de dire à l'employeur pourquoi on est arrêté. Même en cas de fausse couche, ça c'est un sujet entre le médecin et la caisse d'assurance maladie qui va transmettre
qui va recevoir l'information et qui sait que le délai de carence ne doit pas s'appliquer. Mm. Il y a trois volets dans l'arrêt maladie et donc la salariée va, ou l'agent public va fournir seulement le troisième volet qui est destiné à l'employeur et qui le motif n'est pas affiché. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Ouais, Donc ça, c'est la loi du 7 juillet 2023 et la loi du 26 décembre 2023. Elle est venue, qui est une loi de financement de la sécurité sociale, elle est venue calquer ce régime du délai de carence pour les interruptions médicales de grossesse. C'est pour ça que c'était bien qu'on le définisse oui. aussi au début. Et donc pour les interruptions médicales de grossesse, pareil, si elles interviennent avant 22 semaines d'aménorrhée, il n'y a pas d'accouchement, il n'y a pas de certificat d'accouchement, il n'y a pas de congé maternité, mais il y a cette possibilité d'avoir un congé enfin, Ouais. Maladie. maladie, pardon, pas médical, congé maladie accordé par le médecin et sans délai de carence. Ok. Cette loi fausse couche, si on a encore un peu de temps, Ouais, oui, je t'en prie. elle a mis aussi elle a également permis de favoriser l'accompagnement Ouais. psychologique des couples qui ont vécu une interruption naturelle de grossesse, puisque, et ça on a eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait et dans quel cadre, mais en fait la loi renvoie spécifiquement à un arrêt du Code de la sécurité sociale qui permet aux parents de bénéficier du dispositif qui s'appelle aujourd'hui Mon soutien psy et qui permet d'avoir recours à 12 séances prises en charge par l'assurance maladie lorsqu'on a vécu une fausse couche. Et ça, c'est aussi étendu aux partenaires de la mère, enfin de la femme qui a vécu une interruption naturelle de grossesse. Et ça permet ce texte permet aux médecins traitants, mais aussi aux médecins et à la sage-femme qui ont accompagné la femme lors du traitement, de la prise en charge de l'interruption naturelle de grossesse. Ça permet à ces professionnels de santé de renvoyer vers un psychologue qui est référencé par les ARS dans le cadre du dispositif Mon soutien psy. Mhm. C'est pas, on le voit sur un des sites viepublique.fr lorsqu'on tape loi fausse couche, c'est précisé que c'est mon soutien psy. Sinon, sur Amélie, quand on tape mon soutien psy, sur les prises en charge, il n'y a pas les fausses couches. Mm. Je crois que ça met un petit peu de temps à se mettre en place puisque c'est que à partir du 1er septembre 2024 que ce dispositif est Ok. en vigueur. Mais je doute pas que ça va, voilà, qu'il va y avoir des communications et le législateur prévoyait et déléguait à chaque autorité régionale de santé de mettre en place un parcours particulier à la fausse couche, pluridisciplinaire. Et donc on voit que il commence à y avoir un peu de prose sur le sujet. Le CHU de Rennes a sorti un petit livret qui est assez bien fait, je trouve, sur le parcours à la fois médical et psychologique à la suite d'une interruption naturelle de grossesse. Donc voilà, c'est en train c'est récent. Et Oui, d'ailleurs, si on a des remontées de certains parents, nous, on est aussi intéressés de savoir comment ça se fait en région, comment chacune des ARS a mis en place ce dispositif. oui. Cette loi, elle prévoyait aussi une protection contre le licenciement, il me semble. Est-ce que tu peux revenir Oui. sur cette notion? Alors, cette loi, elle a étendu la protection du licenciement pour les femmes qui ont vécu un arrêt naturel de grossesse euh, qui est après 14 semaines d'aménorrhée. Donc, s'il y a un arrêt naturel de la grossesse au deuxième trimestre, enfin, en fait, cet législateur a la volonté de protéger les femmes qui ont vécu une fausse couche entre 14 semaines d'aménorrhée et 22 semaines. En fait, c'est vraiment pour ce deuxième trimestre. Et donc là, il y a une protection dans les 10 semaines, une protection relative dans les 10 semaines qui suivent la date de l'arrêt naturel de grossesse. C'est D'accord. prévu spécifiquement par le Code du travail. Et donc, voilà, il y a une protection particulière de la femme dans ce cadre-là. Le texte est dans notre Dans le tableau. tableau, mais je peux vous le donner. C'est s'il y a des gens que ça intéresse. C'est l'article 1225-4-3.
D'accord. Et donc, pardon, c'est entre la 14e et la 21e semaine inclus. Et donc, justement, ouais, on s'arrête juste au terme de la Oui, 22 semaines d'aménorrhée. oui, oui. Euh, ok, donc ça, c'était tout ce qui concernait donc cette loi. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à faire sur cette loi fausse couche? Moi, je pense on a bien fait le tour. Oui, On s'était aussi demandé, est-ce qu'il faut que l'employeur soit au courant? Je sais pas si tu te de la souviens, quand on grossesse. avait échangé, Oui, ouais, oui. et donc, c'est pas prévu spécifiquement par le législateur. Donc, c'est vrai que qu'est-ce qui se passe si on fait une fausse couche? Bah, là aussi, j'essaie de donner des exemples un peu concrets. Si on fait une fausse couche à 15 semaines et qu'on l'avait pas encore annoncé sur son lieu de travail, Mhm. je pense qu'il faut raisonner par analogie avec ce qui se passe lorsque euh, la femme est enceinte, se fait licencier alors qu'elle n'a pas encore annoncé sa grossesse, mais qu'elle n'a pas vécu de fausse couche. Là, le Code du travail prévoit que le licenciement de la salariée va être annulé si, lorsque dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, la salariée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle a été enceinte. Bon, il n'y a pas de texte spécifique qui prévoit la même chose, Mhm. mais devant un magistrat, je pense que la jurisprudence le trancherait ainsi. En tous les cas, c'est comme ça que moi, j'essaierai de défendre un dossier similaire. Et peut-être qu'on aura bientôt un texte, parce qu'en fait, on se rend compte petit à petit, enfin, le Oui, législateur se rend compte parfois de ce qui manque et des des pièces du flous. puzzle Oui. manquantes. Mhm. Mais effectivement, si l'intéressé envoyait à son employeur, certainement dans ce délai aussi de 15 jours, à compter de la notification du licenciement, la preuve médicale, en fait, qu'elle a fait une fausse couche, je pense qu'elle pourrait être réintégrée. Puisqu'en fait, quand le licenciement est annulé, la sanction de l'employeur, c'est la réintégration de la D'accord. salariée. Bon, après, ça se discute, ça peut Mhm. se résoudre en dommages et intérêts. Enfin voilà, ça c'est tout un Mhm. aspect droit du travail. Mhm. Mais voilà, ce que je D'accord. peux vous dire, c'est pas prévu explicitement, ni par décret, ni par la loi, mais on peut raisonner par analogie. D'accord. Merci, Victoire. Maintenant, sur les avancées législatives, donc depuis janvier 2024, est-ce que je crois qu'il y en a une relative aux funérailles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, effectivement, cet été, je reprends juste justement le texte, mais cet été, euh, je voudrais pas vous dire de bêtises sur la date du texte, mais cet été, il a été allongé la possibilité, enfin le délai dans lequel les parents, et pas seulement les parents, en fait tout proche qui a organisé des funérailles, le délai dans lequel ces funérailles peuvent être organisées. Donc avant, c'était 6 jours. Et maintenant, c'est 14 jours à compter, 14 jours calendaires. Donc avant les dimanches, avant c'était 6 jours, mais on comptait pas les dimanches et les jours fériés. Et Mhm. maintenant, c'est 14 jours calendaires à compter du décès. Je crois, mais j'arrive pas à le retrouver, que c'est un texte d'août. Dans tous les cas, ça figure dans notre tableau, Oui. la case funérailles. Et donc, ça permet aux parents, dans le cas du deuil périnatal, d'avoir plus de temps pour organiser ces funérailles à compter du décès de l'enfant. C'est aussi important puisque l'établissement de santé dans lequel le décès intervient, si jamais l'enfant est décédé à l'hôpital, ou aussi dans le cas d'un accouchement d'un enfant né sans vie, il garde pendant 10 jours le corps, et ensuite, si jamais le corps n'est pas réclamé par la famille, à 2 jours, bon, je synthétise et je schématise, mais tout est détaillé dans notre tableau, à 2 jours pour organiser des funérailles, notamment dans le cas des enfants vivants puis décédés. Euh, Là, ça laisse plus de temps à la famille pour s'organiser, pour se faire aider. Et il faut savoir que les funérailles sont aussi possibles lorsqu'il y a eu un enfant né sans vie. C'est seulement subordonné, conditionné à la production d'un certificat d'accouchement. Mhm. Il n'y a pas besoin d'avoir fait toutes les démarches d'actes d'enfant né sans vie si on n'a pas Oui. été en mesure ou si on ne souhaite pas les faire. Et donc les funérailles sont aussi possibles à partir du moment où il y a un certificat d'accouchement. D'accord. Voilà, donc c'est le législateur a là aussi souhaité en fait se mettre un peu en conformité avec la pratique et la difficulté à certaines périodes de l'année et puis même dans certains cas d'organiser dans un délai de 24 heures au moins jusqu'à 6 jours des funérailles. C'était très compliqué dans certains cas, donc là il y a ces 14 jours prévus. D'accord. Sachant que lorsqu'il y a une autopsie, il y a encore des Oui. dérogations. Oui. Je reviens juste un instant. Là, je vois dans le chat une question qui peut intéresser
euh, largement le public. L'absence du délai de carence lors d'un arrêt maladie suite à un arrêt spontané de grossesse s'applique-t-elle aussi pour une femme travailleuse indépendante, pour les indépendants? Oui, D'accord. oui. Ok, merci. Et est-ce qu'il y a d'autres avancées législatives prévues ces prochains mois? Est-ce que tu sais s'il y a des projets? Alors, une, une nouveauté dont on peut parler qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2025, c'est la création, ça a été fait par un arrêté de mai 2024. Donc là, c'est un arrêté ministériel qui a été signé par délégation par le directeur régional par le directeur de la santé, pardon, pour le ministre, qui met en place, à partir du 1er janvier 2025, deux nouveaux modèles de certificat de décès. Donc ça concerne toute la population. Mais ce qu'on tenait à vous dire, on a mis à jour notre tableau et on aura peut-être à cette occasion, en janvier, on communiquera peut-être à nouveau chez Agapa sur ce sujet. Le premier certificat de décès, il concerne les décès infantiles jusqu'à 364 jours de vie. Et le Mhm. deuxième certificat de décès, deuxième modèle, concerne les décès à partir de 365 jours de vie. D'accord. Il y a ce certificat de décès, ces certificats de décès, ils ont deux volets. Le premier volet, c'est un volet administratif et il est similaire dans les deux cas. Et le deuxième volet, c'est un volet médical, Mhm. confidentiel, anonymisé par le médecin, qui Mhm. vient préciser les conditions du décès. Et vous verrez, si vous regardez, mais on communiquera peut-être plus largement en janvier là-dessus, ou un peu avant janvier, mais si on regarde les annexes de cet arrêté, il prévoit des questions extrêmement particulières dans le cadre des décès infantiles. Mhm. Ça répond à des exigences de l'OMS, et donc ça reprend les critères de l'OMS, 22 semaines. D'aménorrhée, 500 grammes, c'est pour ça que je disais, en fait, le législateur y revient à ces critères, même s'ils Oui. avaient un peu disparu à part pour le cas de l'assurance, enfin du congé maternité disparu de nos textes. Ça reprend aussi ce qui n'était plus du tout le cas dans nos circulaires, dans nos textes français relatifs au deuil périnatal. Ça reprend le terme mort-né, qui est un terme de l'OMS. Donc voilà, bon, c'est vrai que quand on le lit, le terme mort-né, tous ces termes qui étaient difficiles à lire, on est un peu interpellé. Après, on comprend que c'est des exigences de l'OMS, Ouais. notamment certainement, mais il va y avoir des publications sur le sujet, je pense, avant que la loi rentre en vigueur, mais enfin, que l'arrêté, pardon, soit appliqué. Euh, Certainement pour répondre aussi à un recensement des décès infantiles, des décès de l'enfant qui n'a pas un an. Ça exclut les enfants, je reprends le terme de l'arrêté, mort-nés. Et donc, c'est vraiment pour les enfants nés vivants puis décédés ou pour les enfants nés vivants et viables Mhm. avec les critères de l'OMS. Donc je pense qu'il va y avoir peut-être de la part des praticiens, je parle pour les médecins, parfois une petite difficulté ça exclut les enfants mort-nés, mais ça inclut les enfants nés viables, Oui. vivants et viables. Donc Mhm. vous verrez que l'arrêté, les annexes de l'arrêté rentrent vraiment dans les détails médicaux, même voilà, sur les cas de réanimation qui sont à exclure. Enfin voilà, c'est très précis euh, et ça permet de répondre et de se mettre en conformité avec les recommandations de l'OMS. Mhm. D'accord. Merci beaucoup, Victoire. Je vois qu'il y a des questions dans le chat auxquelles on ne va pas pouvoir répondre là. J'invite vraiment tous ceux qui ont posé des questions à les adresser directement à Victoire via la messagerie Agapa. Donc, c'est contact@agapa.fr ou sur le formulaire de contact sur le site Agapa. Victoire pourra vous répondre plus précisément. Oui, Et il y a déjà beaucoup d'éléments de réponse dans le tableau qui est disponible sur le site et que je vous enverrai également. J'enverrai le lien vers ce tableau avec le lien du replay que vous recevrez automatiquement. Voilà, si vous le cherchez sur le site, il est dans la rubrique S'informer. Voilà. Donc merci Victoire. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure ce point juridique?
Bon, ben, merci à toi, Servan. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Pour conclure, je dirais qu'il y a quand même eu des belles avancées ces dernières années, avec la loi du 6 décembre 2021, avec la loi fausse couche, enfin dite fausse couche. Il y a quand même bien sûr que pour les parents, c'est parfois trop long, et c'est parfois on rentre pile pas, on rentre pas dans la case et ça peut être des cas de souffrance, mais il y a quand même des avancées, il y a une prise en compte de cette souffrance des femmes qui ont vécu une interruption de grossesse ou qui ont donné naissance à un enfant qui est ensuite décédé ou à un enfant né sans vie. On fait tout à Agapa et en tout cas, Agapa fait tout pour aider aussi à ces avancées législatives et on va notamment écrire là bientôt au nouveau ministre de tutelle pour poser une question qui tient à cœur, qui nous tient à cœur et puis qui concerne un certain nombre de parents, les problématiques sur le site de la CAF et sur le fait que certains enfants nés sans vie selon le terme de la grossesse, n'apparaissent pas sur l'espace personnel des parents. Ça, Oui. c'est un sujet, et puis c'est difficile, parce que c'est aussi une difficulté administrative à vivre, qui n'est pas vraiment justifiée par les textes, mais plutôt par un problème qui semble être technique, et qui sont relevés du logiciel de la CAF. Donc voilà, c'est un peu le prochain chantier qu'on a décidé de mettre en œuvre concernant les avancées législatives Mhm. chez IAPA. Et ben voilà, je souhaite aussi enfin, voilà, je voulais dire, je pense beaucoup à tous les parents aujourd'hui en cette journée du deuil périnatal. Et puis, je souhaite à tous les professionnels qui nous ont écoutés de mettre en œuvre, soit au sein des hôpitaux dans lesquels ils exercent, ou dans leur cabinet, ou dans les entreprises dans lesquelles ils sont salariés ou qu'ils dirigent, de mettre en place des mesures, ou en tous les cas de faire connaître les droits des travailleurs et des parents dès qu'ils le peuvent. Merci beaucoup, Victoire. Merci à vous tous qui vous êtes connectés. Moi, pour ma part, je vous retrouve à 18 h pour l'atelier collaboratif intitulé Préparer le retour au travail après un deuil périnatal et à 20 h 30 pour la projection du film La vie après, suivi d'un temps d'échange avec toute l'équipe du film. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Il est encore temps de s'inscrire sur le site Agapa. À très bientôt. Et puis, bah voilà, comme tu dis, Victoire, vraiment, on pense à tous les parents endeuillés et à tous leurs tout petits partis trop tôt. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, Victoire.